Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. L'autisme, c'est un mot que beaucoup d'entre vous connaissent par les films ou séries ancrés dans des stéréotypes qui excluent une grande partie du spectre. Nous parlons de troubles du spectre de l'autisme parce qu'il existe plusieurs types de spécificités propres à chaque personne. Je suis heureuse de recevoir Clémentine, coprésidente de l'association Assautiste qui gère le J'aime au cœur à Avignon, un groupe d'entraide mutuelle pour adultes avec troubles du spectre de l'autisme et pour lequel je suis coordinatrice. Son témoignage est précieux et lui appartient. Bien sûr, chaque personne TSA a ses propres spécificités. C'est l'autisme comme handicap invisible qu'on adresse aujourd'hui. Bonjour Clémentine. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Mais de rien. Comment tu te sens là tout de suite ? Un petit peu fatiguée parce qu'il va falloir reprendre le travail le lendemain, mais en vrai ça va. Ce qu'on peut faire, c'est que si ça fait trop pour toi, que tu fatigues trop ou que ça monte des émotions, tu me fais un signe de la main et on fait une pause. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci. D'ailleurs, si tu vois d'autres choses qu'on peut mettre en place pour faciliter ce temps d'échange, tu me le dis. D'accord. Ok. Déjà, je voudrais qu'on commence en parlant des troubles du spectre de l'autisme. C'est comme ça qu'on s'est connus, toutes les deux. Oui. Est-ce que toi, tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur les troubles du spectre de l'autisme ? Alors déjà, l'autisme, c'est quoi ? Donc on le définit comme étant un trouble envahissant du développement qui est majoritairement caractérisé par des difficultés de communication et d'interaction sociale, ainsi que le fait d'avoir des intérêts spécifiques, c'est-à-dire d'avoir des sujets ou des passions qui nous intéressent tellement qu'on n'arrive pas à parler d'autre chose, mais également caractérisées par des hypersensibilités ou hyposensibilités sensorielles, que ce soit le son, la lumière, les odeurs, etc. Oui, tout à fait. C'est plutôt très complet ce que tu viens de dire là. Donc, les troubles du spectre de l'autisme, on a le mot spectre à l'intérieur, donc ça veut dire que c'est très large. Il y a différents niveaux d'autonomie, il y a différents autismes au pluriel. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut parler aussi d'un handicap invisible ? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent revenir. Dans le cas du trouble du spectre de l'autisme de niveau 1 ou anciennement syndrome d'Asperger, on peut parler d'handicap invisible parce que ce qui nous caractérise, c'est, comme je disais un peu plus tôt, des hypersensibilités, que ce soit au niveau du son ou de la lumière. Et ça, évidemment que c'est difficile de le voir au premier coup d'œil, ou même simplement personne ne peut deviner qu'une personne ne va pas forcément comprendre le second degré, ou même de savoir comment entretenir des relations avec les collègues de travail, par exemple. Donc, même le simple fait de faire ce qu'on appelle du small talk avec les collègues de travail. Oui, je comprends. Ça, c'est pas simple. Dis-moi, quand est-ce que tu as été diagnostiquée ? À quel âge ? J'avais tout juste 21 ans et c'était précisément en mai 2017, donc ça fait bientôt 8 ans. Ah oui, d'accord, ok. Et ça t'a fait quoi de l'apprendre ? Comment tu as réagi ? Pour le coup, je m'y attendais. Mais en fait, c'est pour essayer de résumer un petit peu mon histoire de vie. Contrairement à beaucoup de personnes autistes, en fait, d'aussi loin que je me souvienne, l'autisme a toujours fait partie de ma vie, tout simplement parce que mon frère est autiste, avec d'énormes troubles du comportement. Il est avec un handicap beaucoup plus important que moi. Et dès le plus jeune âge, même si évidemment à ce moment-là je comprenais
pas complètement qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça impliquait. Mais en tout cas, mes parents ont cherché à m'expliquer que oui, ton frère, il est différent, mais ça reste ton frère. Et le fait aussi que ma mère soit devenue présidente de l'association TEDAI 84 fait que en fait j'ai pu voir beaucoup de profils de personnes autistes très différents. Et donc ce qui fait que quand j'ai commencé à me poser vraiment des questions sur est-ce que je le serais en fait pas moi-même vers l'adolescence, en fait le travail d'acceptation il avait été fait bien avant le diagnostic, parce que j'ai quand même eu des aides bien avant ça, que ce soit des séances chez l'orthophoniste ou chez une psychologue. Donc, et puis surtout, le diagnostic, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai demandé, plus pour pouvoir en parler beaucoup plus facilement au travail, parce que je sentais que mes collègues voyaient que j'étais différente, mais que je ne pouvais pas vraiment l'expliquer parce que je n'étais pas sûre et que je ne voulais pas parler de quelque chose où j'aurais pu me dire, mais en fait, si ça se trouve, c'est pas ça du tout. Et est-ce que tu as senti une différence entre l'avant-diagnostic et l'après-diagnostic, mais vis-à-vis des personnes qui te côtoyaient ? Est-ce que le fait de savoir que tu étais autiste a facilité peut-être certaines compréhensions ou a favorisé une forme peut-être de tolérance ? Je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à présent, mes collègues l'entendent, arrivent un peu à le comprendre, mais après, comprendre complètement les difficultés que je peux avoir ou mes spécificités, s'il y a encore du travail, même encore maintenant. Rien que le fait que j'ai une fatigabilité beaucoup plus importante, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre, ou même simple, ou même les changements de dernière minute. Moi, ça peut énormément me perturber. Mais mes collègues, notamment parce que je travaille en restauration, me disent oui, mais de toute façon, c'est leur restauration, tu devrais t'y être habitué, tout ça. Mais même si je le sais, moi, quand ça m'arrive, ça peut me mettre dans un état de stress assez important. Surtout que j'ai du mal même encore maintenant, à le gérer. Ouais, je comprends tout à fait. Et donc, tu citais tout à l'heure la fatigue, le fait que le changement de routine peut vraiment aussi impacter sur ton bien-être. Est-ce que tu peux me citer peut-être d'autres spécificités autistiques que tu as ? Je dirais l'hypersensibilité au son, même si je m'en suis aperçue finalement assez tard, en réalité, parce que avec mon frère, vu qu'il a tendance à parler extrêmement fort, etc., donc ce qui fait que je m'en suis aperçue que quand je suis partie de la maison, que je me suis aperçue qu'en fait, les bruits extérieurs, que ce soit même juste aller dans la rue, au supermarché, en fait, je me suis aperçue que ça me pompait énormément d'énergie. Dans le trouble du spectre de l'autisme, il existe certaines stéréotypies, donc des comportements répétitifs. Est-ce que toi, tu en as ? Alors oui, mais c'est juste que j'essaye au maximum d'éviter de le faire à l'extérieur. Mais donc je le fais beaucoup plus chez moi. C'est tout simplement de, entre guillemets, sautiller, faire un peu des allers-retours dans mon appartement, parce que je sais pas, ça me permet de me canaliser, de le faire, même juste rester sans bouger pendant un long moment, j'ai beaucoup de mal. Donc ça peut m'arriver très souvent, alors qu'il n'y a rien de particulier. J'étais devant l'ordinateur assise et d'un coup je me lève et je me mets à faire mon petit tour dans mon appart, parce que j'en ressens le besoin.
D'accord, ça t'aide vraiment à te canaliser, répondre à un de tes besoins. Et alors, d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu es empêché de le faire dans d'autres contextes ou à l'extérieur de chez toi? C'est, je pense, le fait de me voir bouger, et surtout notamment sautiller, je pense que ça peut, oui, si, on peut dire déranger certaines personnes. Donc du coup, j'essaye au maximum de... Bon, évidemment, même boulot, des fois, ils sentent que je bouge un petit peu, que ce soit me balancer un petit peu. Des fois, ils le remarquent, mais j'essaye de pas aller plus loin que ça. Ouais. Et le regard des autres parfois peut être un peu gênant ou malaisant, donc j'imagine que Oui. ça va être compliqué d'être obligé de camoufler. En parlant de camouflage, c'est quelque chose d'assez récurrent chez les personnes que je côtoie dans le spectre, qui me disent que voilà, ils doivent porter un masque pour essayer de s'intégrer et de passer les journées. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, si, je pense rien que le fait de m'empêcher de bouger plus que nécessaire. Oui, je pense que c'est déjà rien que pour moi du masking, ou même aussi de simplement supporter les bruits environnants, ça aussi. Ça, mine de rien, ça draine un peu mon énergie là-dessus. Donc, Tout à l'heure, tu parlais de la fatigabilité, une grande fatigue. Comment elle s'identifie chez toi, cette fatigue? En fin de journée, qu'est-ce que tu ressens? c'est surtout que j'ai du mal à rester concentrée sur beaucoup de choses, que ce soit quand on me parle ou même de simplement réfléchir vraiment à ce que je suis en train de faire. Dès que cette fatigue elle est là, je suis en mode laissez-moi tranquille, quoi. Et tu as pu constater que ta fatigue, qui est déjà supérieure à la moyenne, était encore plus amplifiée quand il y avait des surstimulations sensorielles? Oui. Notamment, c'est un peu pour ça que il y a quelques années, j'arrivais à aller au supermarché sans forcément avoir besoin de boule caisse ou un casque. Mais après aussi parce que pendant mes premières années où je ne vivais plus avec mes parents, j'habitais en couple, donc et on faisait toujours nos courses ensemble, donc ce qui fait que j'arrivais à détourner mon attention sur la personne en face de moi. Mais depuis que j'habite seule maintenant, c'est juste plus possible pour moi d'y aller sans avoir mon casque, parce que je le ressentais notamment quand j'étais un peu plus fatiguée. Le simple fait de supporter les bruits aux alentours m'épuisait encore plus. Est-ce que, donc on parle aussi dans le spectre de l'autisme de centres d'intérêt restreints, alors nous on préfère le terme spécifique, donc est-ce que tu pourrais me citer quelques-uns de tes centres d'intérêt spécifiques? Alors moi, mes intérêts principaux, ce serait pour commencer le cinéma, la musique, la cuisine et la pâtisserie. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon travail. J'aime un petit peu les jeux vidéo, mais un peu plus les jeux Nintendo. Tout ce qui est... depuis quelque temps, je m'intéresse un peu plus aux ateliers créatifs. Là, depuis quelque temps, je m'intéresse au crochet. Aussi, tout ce qui est lié à la cause féministe et protection des droits des personnes LGBTQIA+. Oui, ça en fait finalement des centres d'intérêt, parce que c'est vrai qu'on dit centre d'intérêt restreint, spécifique, parce que souvent on va avoir peut-être plus d'intérêt à une période spécifique pour un sujet spécifique, mais en réalité ça t'empêche pas d'avoir un panel de sujets que tu aimes beaucoup, plus que la moyenne, et que voilà, dans lesquels tu vas essayer de te spécialiser ou d'apprendre des choses ou... D'ailleurs, tu parlais de la cuisine qui est ton métier. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais dans la vie? Actuellement, je suis commis cuisine en pâtisserie dans un restaurant rattaché à un hôtel 5 étoiles. Ah,
pas mal. Ouais. On viendra manger. Est-ce que, donc, puisque tu parlais du cinéma dans tes centres d'intérêt, puis te connaissant, je sais que tu aimes particulièrement ce sujet, je voulais te parler un peu de la représentativité de l'autisme dans les films ou les séries. C'est vrai que souvent, on va avoir un petit peu, parfois certains diront des clichés. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer de débunker 2-3 idées reçues en essayant de nous inspirer des exemples des films? Alors déjà, sur le peu de médias qui décident d'intégrer un personnage autiste, c'est un peu tout ou rien. C'est soit la personne est vraiment déficiente mentalement, voire carrément stupide, ou à l'inverse, c'est un génie absolu sur un sujet précis. Évidemment, je pense que dans ce cas-là, on peut citer plusieurs exemples. Donc, dans un sens que c'est un cliché, parce que, notamment dans le deuxième cas, c'est un peu comme si ce don faisait tout et faisait que la personne, je n'aime vraiment pas le terme, surpasse son handicap, alors que la réalité est tout autre, parce que non, on ne surmonte pas son handicap ou sa maladie, quelle qu'elle soit. Juste, on apprend à vivre avec. Et puis surtout, dans des personnages comme ça, on passe complètement à côté des difficultés que la personne peut avoir, parce que c'est pas parce qu'on est expert dans un domaine que les difficultés ne sont pas là. Et même quand elles sont, quand on essaye d'en parler un petit peu, je pense notamment à Good Doctor, qui, j'ai l'impression, essaye un petit peu de le faire, mais c'est un peu toujours les mêmes choses. C'est la compréhension du second degré, le manque de tact, et c'est toujours fait de façon très caricaturale, comme on pourrait dire. Oui, parce que parfois, effectivement, quand on regarde les films ou les séries, on a l'impression que le personnage a toujours un peu les 3 mêmes spécificités autistiques qui, effectivement, il y a un cœur de dans les spécificités autistiques qui va être autour de la communication, des intérêts restreints, etc. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'autres freins et difficultés qui existent qui ne sont pas toujours représentés. Oui. Tu parlais de Good Doctor. Est-ce que tu as d'autres exemples de films qui ont un personnage autiste, mais qui seraient peut-être pas des plus représentatifs? Je pense qu'on l'a beaucoup trop cité. Je veux bien évidemment parler de Rain Man, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, j'ai quand même aussi l'impression qu'on essaye aussi un peu de parler, mine de rien, des difficultés, parce que je veux dire, le principe même du film, c'est nos 2 personnages principaux qui doivent faire un road trip dans les États-Unis. Concrètement, si le personnage n'avait pas une phobie de l'avion, on n'en serait pas là, et le film aurait été beaucoup plus court. Donc, ou même le simple fait qu'ils veulent absolument regarder son émission à une certaine heure, ce qui les oblige à s'arrêter et à toquer chez des inconnus. Ça aussi, c'est quand même une difficulté qui est là. Mais ça reste quand même toujours un petit peu les mêmes spécificités, les mêmes stéréotypies qu'on retrouve qu'on retrouve très souvent. Oui, il y a un effort un petit peu pour avoir de plus en plus de représentativité. D'ailleurs, au sujet des comédiens ou des acteurs autistes, est-ce que finalement une personne autiste ne peut pas incarner un personnage autiste ou bien un personnage neurotypique, c'est-à-dire non autiste? Est-ce que tu y as pensé à ça? Déjà, mais ça, ce n'est pas valable que pour les personnes autistes. Je pense que c'est valable pour d'autres personnes. Mais oui, le problème, c'est que à chaque fois, quand on parle de ces sujets, c'est que via des acteurs valides, blancs et majoritairement hétéros, faut quand même le souligner. Et en plus, à chaque fois, c'est toujours tourné dans le drame, un peu tire-larme, voire pour certains.
et surtout toujours écrit par des personnes non concernées. Donc forcément, oui, même si sur le principe, je serais d'accord pour dire qu'un acteur n'a pas forcément besoin de ressembler au personnage pour le jouer, parce que je pense que sinon, on serait bien limité. Puis surtout, ça voudrait dire que pour jouer un psychopathe, il faudrait être psychopathe soi-même. Mais dans le cas de représenter un personnage autiste ou transgenre ou autre, c'est que ces personnes-là sont déjà énormément invisibilisées au quotidien. Disons que ça rajoute de l'invisibilisation sur le peu où on en parle, qu'il soit interprété par des acteurs cisgenres ou valides. Donc oui, ce serait évidemment au moins un premier pas positif si ça arrivait plus souvent. Et bien évidemment, l'égalité parfaite serait, comme tu l'as souligné, le fait que une personne autiste puisse aussi jouer une personne neurotypique ou une personne transgenre pourrait jouer un personnage cisgenre. Ouais, ça serait l'idéal. Et c'est vrai qu'après, il existe plein de films qu'on n'a sûrement pas vus. Je sais en tout cas que dans le film Hors Norme, il y a une personne autiste qui joue dans le film Hors Norme, même plusieurs. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais voilà, qu'il faut peut-être aller plus loin dans les efforts. Pour le coup, le grand succès du moment, c'est Un petit truc en plus qui met en avant vraiment des acteurs et comédiens qui jouent leur propre handicap. Donc voilà, peut-être qu'on est sur une nouvelle lancée et qu'on va avoir de nouvelles surprises. On espère. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à toi. Est-ce que, vraiment concrètement, tu pourrais m'expliquer quelles sont tes difficultés au quotidien ? Je dirais déjà la gestion de mon hypersensibilité auditive. Là, depuis quelques mois, depuis que j'ai acheté un casque, ce que je n'avais pas fait avant, mais ça a un peu révolutionné un peu ma vie, parce que dès que je dois sortir dans la rue, mais je ne peux vraiment plus sortir sans. C'est un casque anti-bruit ou c'est juste un casque de musique ordinaire ? À la base, c'est un casque audio, mais qui a une option anti-bruit. Donc, même si elle n'efface pas totalement les bruits, au moins elle permet de énormément atténuer les bruits parasites, parce que notamment quand je suis seule, je peux beaucoup me concentrer dessus, donc c'est très pratique pour moi en tout cas. Également la gestion de ma fatigue, parce que certes j'ai une fatigabilité qui est grande, mais aussi parfois j'ai du mal à jauger, de me dire est-ce que là ça va faire beaucoup ou non, parce que moi je suis quelqu'un qui adore faire beaucoup de choses à la fois, et parfois j'ai parfois du mal à m'écouter sur ma fatigue, et donc ce qui fait que parfois je vais être obligée de raccourcir certaines choses, voire de simplement pas les faire, parce que sinon ça serait beaucoup trop important en termes de fatigue, surtout que moi j'ai un travail à temps plein à côté de mes activités au GEM notamment, donc déjà que je dois limiter mes venues justement pour ça, donc voilà. Également tout ce qui est l'entretien des relations avec les collègues de travail, rien que le fait d'exposer son opinion sans être trop direct et avec le ton adapté, parce que notamment quand je suis très énervée, j'ai tendance à être très sèche, voire agressive. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me rapporte. Donc, ce qui fait que du coup, je n'ose pas dire les choses, parce que j'ai très peur de comment la personne en face pourrait réagir. Surtout que la difficulté, c'est que très souvent, en plus, les personnes ne te disent pas forcément directement en face quand tu as dit ou fait quelque chose d'inapproprié. Oui, tout à fait. Ça peut être mal pris, mais surtout mal compris, parce que finalement, tu ne te rends pas compte, tu fais vraiment pas exprès d'avoir l'intonation que tu as. Et puis je sais, te connaissant, que tu travailles beaucoup dessus. Et aujourd'hui, ce serait quoi, d'après toi, ta principale difficulté au travail ? Déjà, je pense la gestion des émotions, parce que quand je suis en stress, j'ai tendance à être beaucoup plus
agressive dans ma façon de parler ou dans ma façon de travailler. Donc, ce qui fait que forcément, entre guillemets, je transmets mon stress à tout le monde alors que ce n'est pas mon intention. La priorisation des tâches, je pense pour l'instant, une de mes plus grosses difficultés, de savoir quel est le plus important, surtout que ce qui aide vraiment pas dans mon cas, c'est que moi, dès que j'ai une idée en tête, ça a énormément de mal à sortir de ma tête et à essayer de penser à autre chose, de faire autre chose. Ouais, donc en fait, t'as du mal à te dire, c'est moins important, si tu l'as commencé, il faut que tu le finisses. Exact. Quitte à mettre quelque chose de plus important finalement sur le deuxième plan. Donc, c'est ça, ce qui a fait que je me suis fait un petit peu reprendre à mon travail à quelques reprises. Et si tu avais un message à faire passer, qu'est-ce que ce serait ? Alors, dans ce cas, je dirais ne minimisez pas les ressentis des personnes lorsqu'elles vous en font part, parce que quelque chose qui peut vous paraître simple ne l'est pas forcément pour une autre, simplement. Ouais, tu as tout à fait raison. Et puis, on ne connaît pas toujours les difficultés de son interlocuteur, donc il faut essayer de rester bienveillant. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Clémentine. Je sais que c'est pas simple comme exercice. Non, mais c'est une bonne expérience. Moi, j'aime bien, ça va. Tant mieux. Le micro te va bien. C'est gentil. Donc, je te remercie beaucoup d'être venue et puis à très bientôt. À bientôt. D'ailleurs, je vais juste informer notre audience. Est-ce que tu savais aussi, Clémentine, qu'en France, il y a plus de 9 millions de personnes qui ont un handicap invisible. Alors, ça peut à la fois être des maladies invalidantes, type sclérose en plaques, fibromyalgie, etc. Mais ça peut être un trouble sensoriel, psychique, cognitif, l'autisme dont on a parlé aujourd'hui, des crises d'épilepsie, etc. etc. Donc, ça fait beaucoup de monde. Ouais. Qu'on ne soupçonne pas d'avoir un handicap et qui pourtant ont de grosses difficultés au quotidien. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre du recul et d'essayer de rester vraiment bienveillant et de tolérant et de ne pas juger son interlocuteur. Merci. Allez, ciao, ciao. À la prochaine.